Ici, une chose que je souligne, c'est le côté 2701, qui personnellement m'a beaucoup apporté dans la structuration d'une approche de sécurité. Pour ceux qui connaissent le référentiel 270102, c'est vraiment quelque chose qui est structurant et intéressant, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Néanmoins, on peut y trouver là un fil conducteur pour avancer. Alors aujourd'hui, la première question a déjà été présentée par la première conférence, l'info nuagique. Ça, j'ai aimé ce terme un peu français des Québécois, je ne sais pas dans quelle mesure il a cours chez nous. L'aspect fondamental, c'est la sécurité des données, puis une toute petite touche de privacy by design, vu le temps. Alors, vous savez ça, effet de mode, certainement aussi un peu, je pense que les définitions, vous les connaissez, ce n'est pas le propos. Ça, j'aime bien, ça veut dire que c'est un fourre-tout. On met de tout dedans, c'est vraiment ça, jusqu'à l'évier de la cuisine. Bon, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et plus sérieusement, vous avez, c'est difficile à lire, mais vous avez un peu réellement l'exploitation du cloud avec la collaboration en ligne et tout ce que vous avez pu voir. Voilà, ça c'est intéressant. Le NIST a été cité pour son aspect référentiel. Vous avez ici un décor qui est posé, on n'a pas le temps de regarder, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être ces nuages. Le nuage privé, c'est celui qui serait interne à l'entreprise, où on a une bonne maîtrise, on peut créer son propre nuage avec ses propres infrastructures et virtualiser, pourquoi pas. Là, on a une maîtrise totale. La communauté, c'est intéressant aussi, c'est parmi des gens qui ont une même communauté d'intérêt et de sécurité, des banques, des assurances ou autres, on pourrait peut-être se créer un monde nuage qui répond aux besoins de son métier et des clients qui sont les nôtres. Et puis, le cloud public, c'est celui que vous connaissez, c'est celui dans lequel on sert, mais où, évidemment, la maîtrise est tout à fait différente, pour ne pas dire faible. Le reste, vous voyez, c'est des caractéristiques techniques. Mon propos commence peut-être plus directement par ce schéma, c'est le contrôle sur vos ressources. On en revient à cette histoire de privé communautaire au public. Vous voyez que dans le monde SaaS, qui est tout à droite, vous avez un contrôle qui est délégué aux fournisseurs de solutions et vous avez essentiellement perdu la belle maîtrise que vous aviez. Alors je ne clame pas qu'il faille rester dans l'univers ancien, mais en réalité il y a quand même une perte de contrôle. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, puisqu'ici quand on avait nos propres infrastructures, le réseau était en partie sous contrôle avec la liaison vers le reste du monde, eh bien vous voyez que la zone verte était énorme. Et en zone rouge, eh bien, voilà, donc ça montre bien ce transfert-là. Les Allemands, ils ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils se préoccupent du cloud et ils se sont très vite rendus compte que pour les fournisseurs de solutions, il s'agissait d'imposer un certain nombre de choses importantes et ils ont édité un document qui est celui-ci, qui est, je crois, de mai 2011, et je vous en passe quelques références. Et ça, c'est valable pour que le client se sente en confiance par rapport à la prestation à laquelle il a envie de souscrire. Alors vous voyez qu'il y a évidemment un impact très important sur la gestion et l'architecture sécuritaire. Vous avez, ça a été évoqué, un chapitre qui est gestion des identités et des droits fondamentaux. Je passe un petit peu. Vous avez la portabilité et l'interopérabilité. Il y a des choses très importantes dans les autres éléments. Et puis, vous voyez, examen et preuve de sécurité. Pour pouvoir examiner la sécurité, et le fournisseur doit pouvoir apporter des preuves qu'il a mis sur pied des mesures à même de satisfaire aux exigences. Exigences envers le personnel du fournisseur de solutions, il y a des clauses de confidentialité, ça va extrêmement loin, et puis aménagement des contrats, préalablement, Nicolas vous a présenté plein d'aspects concernant les questions contractuelles, et vous avez, bien évidemment, protection des données et conformité à toutes les législations qui peuvent avoir lieu. Alors, une petite touche ici, vous connaissez la sécurité, c'est le point 2 de ma présentation, confidentialité, intégrité et disponibilité. Vous voyez que dans le domaine du cloud, on va prendre les trois piliers de traitement de l'informatique, au sens là, vous avez les données en stockage, vous avez le traitement, le processing et la transmission. Et si vous arrivez à lire, alors ça a été évoqué, en transmission, on est un peu paré avec le SSL, avec IPsec, etc. On a des solutions. Pour ce qui est de la disponibilité, c'est par le biais de la redondance qu'en général, on arrive à maintenir une haute disponibilité. Ce qui m'intéresse de vous donner, c'est un tout petit flash sur le traitement de confidentialité
des informations et le stockage. Le stockage, ça n'a pas été évoqué. C'est bien joli de dire on transmet des données dans le cloud et ce canal de transmission est chiffré. Oui, et au bout du canal, on ouvre le chiffrement et on dépose en clair. Ça, c'est la pratique actuelle. Et c'est là que les protecteurs des données ont des difficultés. Donc le message que je vous dis, c'est au niveau du stockage, n'hésitez pas à rechiffrer sortie du canal, c'est-à-dire dans le cloud, ou à exiger ceci. Donc vous avez deux approches. La meilleure est celle qui consiste à dire, avant d'envoyer dans le cloud, je chiffre, et après, advienne que pourra. Si lui veut me mettre un canal SSL, tant mieux, moi j'ai déjà chiffré. S'il veut le stocker, faire des backups pour moi, vas-y, c'est moi qui ai la clé. Donc ça, c'est ce que nous avons mis en pratique chez nous, dans notre système de gestion des affaires. C'est un chiffrement intégral basé client. Et le dernier volet, c'est comment faire du traitement dans le cloud. Et ça, c'est de la recherche informatique à ce stade. Ça veut dire quoi, du traitement dans le cloud? Si vous avez envoyé une donnée chiffrée, la traiter dans le cloud, ça serait la déchiffrer, faire le traitement, éventuellement la rechiffrer et la redéposer pour qu'elle puisse être utilisée plus tard. Seulement, qui dit déchiffrement dans le cloud dit possession des éléments cryptographiques pour faire ceci, les clés, les mots de passe, etc. Très problématique. Le seul schéma qui suit est un schéma intéressant, je crois, c'est de la recherche informatique qui donne beaucoup d'espoir au cloud. Et vous avez, j'espère, bientôt compris l'enjeu, c'est de dire on envoie les éléments chiffrés dans le cloud parce que ça, c'est presque une nécessité si on veut avoir un contrôle de confidentialité. Et il faudrait que le cloud, sans déchiffrer, et ça c'est une prouesse, et là il y a de la recherche informatique et c'est tant mieux, le cloud, sans déchiffrer ces éléments, soit à même de faire des opérations sous chiffrement qui restent logiquement conformes et qui puissent les restituer. Donc ça c'est l'enjeu, et vous voyez un tout petit exemple, vous avez deux chaînes de texte, on aimerait les concaténer, c'est le fameux Hello World. Si vous êtes dans le cloud, le Hello a été un peu embrouillé, le World aussi, et vous avez une fonction dite homomorphe, ça c'est mathématique, je vous laisse les détails, qui vous produit un résultat qui est la concaténation de deux objets chiffrés, et pour le client qui va faire de la déchiffrement, il peut aller contrôler ses données initiales Hello World, et quand il déchiffre ce résultat qui a été calculé dans le cloud sans avoir les clés, eh bien, il obtient son résultat. Est-ce que l'exemple vous parle? Un tout petit peu. Donc ça n'existe pas aujourd'hui. On est dans le domaine de la recherche. Il y a des gens qui disent que ça commence de marcher et il faudrait généraliser ceci pour faire non pas de la concaténation de chaînes, mais bien sûr des additions, des soustractions, des divisions, des statistiques et j'en passe. Donc, vous voyez un peu, le défi pour l'informatique, c'est de dire on envoie des choses dans le cloud, mais ça commence d'être trop dangereux d'envoyer du texte clair parce que la protection des données, la protection des secrets d'entreprise n'est pas assurée essentiellement. Hein, une donnée confidentielle, il faut être casse-cou pour l'envoyer dans le cloud, à moins de la chiffrer et d'en détenir les clés. J'ai un petit exercice, et puis après je change juste le thème et je m'arrêterai parce que je crois qu'on est déjà au bout. Je trouve ce schéma intéressant et c'est une forte opposition entre le cloud et ce genre de stick ou de capacité qui peuvent être beaucoup plus grosses sur des objets un peu plus importants, c'est-à-dire le stockage local. Ça ne coûte plus rien. Vous pouvez avoir des gigas et des terras pour 100 francs, et après vous devez vous poser des questions. Moi-même, j'ai des informations confidentielles sur ce stick. Et le débat ici, hormis le côté artistique de ce document, c'est de dire, sur un stick, vous pouvez mettre des documents, j'en ai plein, et vous avez un contrôle physique de l'objet. Sur un stick, vous pouvez mettre des applications. Regardez un peu les applications portables, vous trouvez des Happy Word, des choses comme ça. Quand je pars avec ça, j'ai besoin d'un PC pour le traitement, j'ai le stockage, j'ai les applications, je fais mon traitement et je repars avec mes billes. Ça, c'est une problématique, elle n'est pas chère, elle a certains inconvénients, là je raisonne en termes privés, mais une entreprise peut faire un raisonnement analogue, et puis vous avez l'opposé, tout dans les nuages, l'application dans les nuages, vous avez des Google Docs, des Zoho, tout ce que vous voulez. Où sont les documents lorsque l'application est dans les nuages? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont sur le stick? Est-ce qu'on peut faire en sorte que je le traite et je le crée et je le modifie dans le nuage? Je l'exige sur mon propre environnement? Oui, non, à voir, sous quel format? Est-ce que je repose mes documents dans le cloud afin de les avoir à disposition?
Le but de ce petit exercice, on est dans une haute école de gestion, il y a peut-être des étudiants, c'est de vous poser les questions, quel est le modèle qui me convient? Je ne dis pas que c'est le modèle 4, le modèle 2 ou d'autres combinaisons, c'est de vous dire, tout a un sens, tout ça existe, tout ça est offert quasiment en pâture à tout le monde, aux privés, aux entreprises. Que fait-on pour avoir un résultat optimum en termes de disponibilité, intégrité et confidentialité? Et ma confidentialité personnelle, je ne vous le cache pas, aujourd'hui, elle n'est pas là. Mes documents, ils ne sont pas dans le cloud. Mes documents très personnels, ils ne sont pas dans le cloud, et j'ai des bonnes raisons de faire ça. Ils sont ici, ils sont à quelque part, ils sont peut-être même chiffrés, parce que je peux perdre ma clé, mais il y a des mesures. Donc voilà le petit schéma de réflexion. Et puis, encore un slide. Je reprends une présentation en anglais de Anne Cavoukian. Il y a une grosse évolution au sein de la communauté des protecteurs de données. Vous avez une préposée de l'État d'Ontario qui m'a autorisé, bien évidemment, à prendre sa présentation. Elle est en anglais, mais c'est pour 2 slides. Elle s'est intéressée, et il se trouve qu'il y a un concept novateur en protection des données qui s'appelle Privacy by Design. Et Privacy by Design est non seulement un concept et un logo et une trilogie d'applications, mais c'est ça que j'aimerais vous montrer et sur quoi j'aimerais m'arrêter quelques secondes avec vous. C'est des principes qui s'appliquent au cloud ou à toute autre démarche de traitement de données. Que vise le Privacy by Design, qui sera probablement intégré en tant qu'un principe fondateur de la protection des données dans les nouvelles directives européennes et pourquoi pas en Suisse? Eh bien, et ça s'applique au cloud, parce que le cloud, on ne va pas le prendre et dire, comme je vous ai dit, tout est en pâture, faites comme vous voulez, bien sûr il faut soigner les contrats, il faut de la technologie, il faudra peut-être du chiffrement homomorphe, mais que peut-on faire concrètement pour avoir tous les enjeux le mieux possible pris en considération? Vous ne pouvez pas lire les numéros, c'est pas grave. Le premier principe, c'est proactif et préventif. Ça veut dire, on se fixe à dire, voilà, le cloud est une opportunité. Que peut-on faire proactivement et préventivement pour l'exploiter de manière raisonnée, rationnelle? Deuxième point, et ça s'applique très bien, protection implicite de la vie privée. Ça veut dire, on n'admet pas le fait que, par le fait qu'on utilise une technologie cloud, c'est un choix, la vie privée soit de facto diminuée, atteinte, que ce soit les données de l'entreprise ou les données de la personne. Ça n'est pas possible. On ne peut pas accepter ce préalable-là. Ensuite, vous avez une protection intégrée dans la conception. C'est peut-être ça le by design. Ça veut dire les gens qui s'occupent de protection des données, de constitution de systèmes d'information, dans la conception. Ayez les principes de sécurité et de protection des données et de confidentialité dans votre esprit tout le temps pour arriver à un résultat qui prenne en compte ces paramètres. Ensuite, très important, on croit toujours que la protection des données va empêcher d'atteindre un résultat optimal. Au contraire, il n'y a pas d'opposition si les choses sont prises de manière intelligente entre sécurisation des données et confidentialité et protection des données. Donc on n'est pas obligé de perdre quelque chose en tenant compte de la protection des données. Une sécurité bien évidemment de bout en bout. Si je peux vous encourager, chiffrer côté client, un mail, le mail le plus sécurisé qui existe, c'est celui que vous chiffrez juste après la rédaction. Vous avez un petit système, si j'avais le temps de le faire, vous pouvez chiffrer très rapidement un mail que vous venez de rédiger, et à ce stade, il est protégé. Il est encore dans votre mémoire, chiffré, vous faites le bouton envoyer, il part, et après SSL, IPsec, écoute américaine, ce que vous voulez, il est chiffré nativement, il arrive à un destinataire, il va le déchiffrer. Ce principe est vraiment de bout en bout fondamental, et c'est la chaîne qui compte. Et puis, 2 principes, la visibilité et la transparence, c'est-à-dire que ce soit le cloud, que ce soit des RFID, on peut changer de technologie, on ne peut pas admettre qu'il y ait une protection de sphère privée si les choses se passent de manière cachée, invisible, non transparente. Si on ne dit pas pourquoi on fait les choses, pourquoi c'est important, pourquoi on fait des logs, tout ça fait partie d'un esprit de protection des données. Et puis, bien évidemment, ça devrait peut-être même être le premier point, respect de la vie privée des utilisations, c'est au centre. Donc, oui, pensez au cloud, mais dès que vous avez des données personnelles, personnes physiques ou personnes morales, données d'entreprise, pensez toujours au centre de vos préoccupations, respect de la vie privée. Et le jour où vous serez, et je conclue là-dessus, le jour où vous serez peut-être malheureusement victime, vous-même à titre privé ou votre famille, d'une violation de sphère privée qui vous embarrasse, qui vous met dans une situation épouvantable, à ce moment-là, vous direz peut-être, oui, c'est pas qu'une loi, c'est pas que des gens qui
qui font peur au public, c'est bien plus que ça. La sphère privée est un bien très précieux et quiconque a perdu une partie de sa sphère privée, je pense que c'est de quoi on peut parler. Donc voilà un concept sur lequel je m'arrête et en m'excusant de ne pas avoir pu traiter un petit peu plus, mais